Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Les 6, 7 et 8 octobre prochains, c'est le retour des Sustainable Architecture Days dans le cadre de l'Archi-Week. On vous a présenté la semaine dernière le projet d'Ecoster, mais je vous propose d'y retourner pour voir comment s'est passée la fin du chantier de la façade et de voir un peu comment l'architecte ressent l'évolution de son chantier. On a fini cette façade-là, on a pu enlever toutes les protections, on a pu peaufiner un petit peu, voir si tout était bien correct, voir s'il y avait des petits décalages, qu'on devait un petit peu régler un peu tout, le nettoyage. Et on a commencé la deuxième façade. Il a beaucoup plu, c'était tempête lundi, puis mardi, pluie, soleil, des vrais giboulées de Mars en plein mois d'avril. On a eu des bonnes bâches pour se protéger et en fait finalement vu qu'on reste actif, on n'avait pas vraiment froid et à coup de gobelets de thé, de café sur le chantier, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui il fait grand soleil donc on marche dans une piscine de boue. On risque de glisser à chaque petit tournant mais le chantier reste agréable. Les premiers coffrages, ceux du bas, c'est toujours ceux où tout va bien parce que c'est le premier moule et donc tout est beau. Il n'y a pas vraiment de problème avec le chaud-chanvre quand on enlève, ça colle pas, ça adhère bien, c'est lisse. Le problème c'est les raccords. Et donc quand on repasse à l'étage du dessus, la première idée qu'on avait eue c'était d'avoir 2 niveaux de coffrage et de les alterner. Mais c'était une mauvaise idée parce qu'on n'a pas réussi à faire des coffrages tout à fait identiques et donc on a dû finalement utiliser un seul niveau de coffrage, ce qui nous a fait gagner un peu de temps pour l'autre façade, mais ce qui nous a fait perdre un peu de temps pour corriger les raccords entre les hauteurs et les connexions latérales. Au début, c'était un peu compliqué. Alors sur cette façade, on n'a pas vraiment eu de problème, on a eu plutôt des constats et des observations par rapport à notre technique. Vu que cette technique est assez expérimentale en termes de le fait qu'on veut que ça reste visible, le fait qu'on veut que les coins soient arrondis, etc. Il y a eu des petites observations qu'on a pu assez facilement régler, comme oui, une petite fissure dans le coin, mais qu'on a pu finalement peaufiner. On a fait un peu de l'acupuncture sur la façade, donc c'était à chaque fois observer, peut-être réaligner un petit bord qui était un petit peu moins bien aligné à cause du coffrage qui était un petit peu décalé, ou de reboucher un petit peu une petite fissure, mais rien de dramatique. Rien où on se dit zut ça va pas bien se passer, c'est plutôt vu qu'on comprend ce qu'on a fait, comment et pourquoi, on arrive assez facilement à trouver des solutions en parlant avec le groupe, en essayant de trouver des idées, en essayant et voilà, c'est plutôt positif. J'aime bien aussi que ça raconte l'histoire de ce qui s'est passé. Après, il y a dans le fait d'avoir choisi les arrondis et d'avoir disons que le raccord avec les châssis, c'est ce qui est le plus compliqué parce qu'on voit les verticales. Et donc le fait d'avoir les coffrages qui ondulaient un peu, j'étais moins à l'aise avec le rapport au châssis. De base, la construction naturelle, on va toujours dire des bonnes bottes, un bon chapeau, des bonnes protections, un bon rehaussement pour protéger les matériaux de la pluie et du sol, et un bon chapeau, ça veut dire un bon débordement de toiture. Ici, on est dans un contexte très particulier et les architectes le savent et ont décidé d'essayer et de prendre le pari et de voir comment ça allait vivre dans le temps. Effectivement, on met un banchage en chaud-chanvre qui ne va même pas être enduit. Normalement, on va enduire ce type d'isolation pour le protéger mécaniquement, principalement, du vent, de la pluie, etc. Ici, l'idée, c'est que dans quelques mois, quand tout aura bien séché, ils vont essayer de mettre une sorte de peinture en silicate, un film de protection transparent qui va être appliqué pour une sorte de durcisseur. Mais l'idée principale, mais eux vont peut-être bien mieux pouvoir en parler que moi, c'est de laisser le chaud-chanvre en apparent pour pouvoir montrer les matériaux biosourcés, etc. Concernant le débordement de toiture, ils ne vont pas en faire un très très grand non plus. Mais moi, je suis curieuse. On va voir. Moi, j'ai pas trop l'occasion d'apporter des conseils ou de voir par rapport à ça, mais ils le savent en fait. Et ils disent, on prend le pari et on voit et on le sait et on pourra montrer l'exemple ou dire voilà ce qui a foiré. Moi, je trouve ça assez chouette de faire des expériences, de pouvoir dire on essaye, on voit, on cherche, ça va peut-être foirer et on pourra le dire et le partager.
Et peut-être qu'un jour, ils remettront un plus grand débordement de toiture et quelques petites retouches. C'est sûr que quand on est sur d'abord la réalité, mais en plus la réalité des matériaux naturels, oui, il faut s'adapter, il faut accepter que ce soit imparfait, mais par essence, le chaud-chanvre, comme les fibres sont apparentes, oui, on ne peut pas travailler autrement. Ce matin, c'était la visite de Renolab, donc ils faisaient leur visite de chantier qu'on avait planifiée au moment du ponçage de la dalle à la chaux, qui les intéressait particulièrement. Sauf que malheureusement, le ponçage n'a pas encore lieu. On est sur la fin du séchage de la dernière couche. Et donc, ils sont venus quand même, et donc il y avait plein de points abordés, quoi qu'il en soit. On a décidé de contacter Renolab parce qu'il nous semblait intéressant de faire cette procédure pour nos bureaux en particulier, puisqu'on avait plus de liberté vu qu'on est maître d'ouvrage et architecte. D'abord, on a constitué un dossier pour l'accompagnement du Renolab Conception. À la suite du dossier Conception, on est passé au dossier d'exécution, pour lequel il faut aussi remettre une candidature, et on a aussi été sélectionné pour la phase exécution. Et donc là, l'accompagnement consiste plus à vérifier les hypothèses qu'on avait émises dans la phase conception, et puis à assurer un suivi des changements qui auront lieu, puisque bon, on sait que dans un chantier, souvent, il y a des décisions à prendre et des modifications qui apparaissent par rapport à ce qu'on a imaginé en phase de conception. Et donc, on est toujours accompagnés, ils sont déjà venus 2 ou 3 fois. C'est une réunion d'accompagnement. On suit en fait l'avancement du chantier et on répond aux éventuelles questions techniques qui pourraient être posées par les architectes, l'entrepreneur, les maîtres d'ouvrage. Comme Renolab B, c'est un subside. On vérifie à la fois la bonne exécution des éléments qui ont été mis en place dans le dossier de candidature pour lequel le projet a été sélectionné. Et également, on aide les porteurs de projets à atteindre leurs objectifs et à être le plus ambitieux possible en matière de circularité et de rénovation durable. Ça demande pas mal de temps quand même, de justifier les choix, puisqu'il y a vraiment énormément de thèmes auxquels on peut répondre ou aspirer à répondre. Et donc on a essayé d'être le plus complet possible et de répondre à beaucoup de postes pour se garantir d'obtenir le suivi. Donc la réalisation du dossier de candidature était quand même assez conséquente par rapport à l'obtention, mais j'ai pas d'idée non plus de ce qu'ont rempli les autres bureaux ou les autres candidats pour l'obtenir. D'un point de vue purement économique, c'est encore compliqué de dire si ça va être tout à fait rentable, mais je pense que d'un point de vue plus philosophique pour nous en tant qu'architectes, en tout cas, c'était intéressant de toute manière de pousser plus loin ce genre de réflexion et de pouvoir confronter nos idées, la théorie à une vision technique qui est plus particulière à leur suivi en fait. On aurait de toute façon fait appel à un bureau de technique spécial pour les questions de ventilation et de chauffage, mais on n'aurait pas autant réfléchi à l'aspect global et à l'aspect démontabilité par exemple. Donc là, c'est sûr qu'on a poussé plus loin un certain nombre de questions et de ce point de vue-là, en tout cas, on est content de l'avoir fait de toute manière. Comme on suit quand même pas mal de projets, on a quand même des liens qu'on peut faire entre les projets, entre certaines solutions qui ont été mises en place ailleurs et qui soit ont posé problème et donc mettre en alerte, entre guillemets, les porteurs et porteuses pour faire attention à ces points-là. On apporte justement de l'expertise pour tout ce qu'on voit ailleurs, que ce soit dans nos travail au quotidien ou les autres projets Renolab. Évidemment, l'objectif, c'est les partages d'expérience et les retours d'expérience. C'est souvent des techniques un peu innovantes ou pas trop usuelles. Donc, on est là pour ça aussi. Dans la deuxième partie de cette émission, je vous propose un portrait engagé de Pauline Gognaud et Antoine Lemaire, 2 architectes du collectif Enthousiaste. Waouh! Bonjour, moi c'est Antoine Lemaire, je suis architecte et j'exerce à Bruxelles depuis 2011. Moi c'est Pauline Gognaud, je suis architecte, j'exerce à Bruxelles depuis 2012. Et je suis membre fondateur du collectif WOW d'Enthousiastes, créé en 2015 avec Antoine. WOW, c'est un bureau d'architecture et de design composé de 4 architectes
et d'une scénographe qui travaillent sur des projets à toutes les échelles qui vont du meuble sur mesure jusqu'au logement collectif. Wow, c'est une vision colorée de l'espace, enthousiaste, mais aussi responsable. Au fil des années, on s'est spécialisé dans la rénovation avec une vision haute en couleurs et des solutions innovantes de réemploi pour répondre aux envies et aux budgets de nos clients. La durabilité, c'est d'être intelligent au niveau de la conception, c'est s'inscrire dans une durée qui n'est pas seulement celle du projet, qui tient compte d'un avant et d'un après. Donc c'est construire dans le temps présent, mais en respectant l'existant et pour un meilleur futur. Pour moi, la durabilité, il n'y a pas de recette toute faite. C'est savoir penser intelligemment en fonction de ce qui est à notre disposition, de ne pas pousser vers le high-tech, une débauche d'énergie, après énergie grise et surtout une débauche budgétaire qui n'est plus à la portée de tous nos clients. Un exemple concret de durabilité, ce serait le réemploi, par exemple, de châssis de récupération. En fait, les châssis sont issus de chantiers de démolition ou bien des châssis neufs qui n'ont jamais été posés mais qui sont des erreurs de dimensionnement. Ils sont répertoriés par des revendeurs et en fait, on compose nos façades autour de ces châssis. Et donc, on va composer en laissant une possibilité que le matériau, une fois qu'il est sourcé au moment du projet, il va venir nourrir l'esthétique et la réalisation finale du bâtiment. Donc, on va dessiner quelque chose et ça va évoluer peut-être pendant le temps du permis d'urbanisme ou de la construction en fonction de ce qu'on va trouver. Voilà, ce sera tout pour cette émission. On se retrouve très rapidement dans un nouvel épisode d'Archi Urbain. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Au revoir.